Dans un monde où tout est connecté, chaque organisation se doit de bâtir une véritable forteresse numérique pour protéger ses informations. Mais la grande question, c'est comment être sûr que cette forteresse est vraiment solide? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'enjeu, regardons ce chiffre. Ça donne le vertige, non? Entre 2016 et 2020, l'IC3, l'agence américaine qui recense les plaintes liées à la cybercriminalité, a enregistré 13,3 milliards de dollars de pertes financières déclarées. Ça vous donne une idée de l'ampleur du problème. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va prendre la mesure de la menace. Ensuite, on va décoder un peu le jargon des cyberattaques pour parler le même langage. Après ça, on verra comment on bâtit une stratégie de défense solide, puis comment on la met en pratique, et pour finir, on comprendra pourquoi la sécurité ce n'est jamais vraiment terminé. Bon, c'est un fait, aujourd'hui, les organisations sont totalement dépendantes de la technologie pour fonctionner, pour être efficaces. C'est une bonne chose, évidemment, mais ça les expose aussi à des risques énormes, des risques qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. Et concrètement, les conséquences d'une faille, ça va bien au-delà d'une simple perte de données. On parle de survie financière, de la confiance des clients qui peut être ruinée et de la réputation de l'entreprise qui peut mettre des années à se reconstruire. Les enjeux sont tout simplement immenses. Pour bien se défendre, la première étape, c'est de comprendre l'adversaire et son langage. On va donc passer en revue quelques définitions clés, histoire d'avoir une base commune pour la suite. On commence avec le mot actif. Alors attention, un actif, ce n'est pas juste un ordinateur ou un serveur, non. C'est absolument tout ce qui a de la valeur pour une entreprise. Ça peut être les données des clients, un logiciel qu'elle a développé ou même son image de marque. Bien identifier ses actifs, c'est la base de tout. Ensuite, la vulnérabilité. Là, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la fissure dans l'armure. C'est une faiblesse quelque part dans le système. Ça peut être un mot de passe trop simple, un logiciel pas à jour, bref, c'est la porte d'entrée potentielle pour un attaquant. Et la menace dans tout ça, eh bien c'est le danger qui plane, celui qui pourrait justement venir exploiter cette fameuse fissure dans l'armure. C'est l'idée qu'un acteur malveillant ou même un simple accident pourrait s'engouffrer dans la brèche. Et pour finir, on arrive au risque. C'est un peu le calcul final. On prend la probabilité qu'une menace se réalise et on la multiplie par l'impact que ça aurait. En gros, le risque, c'est l'évaluation de la probabilité que les choses tournent mal et à quel point elles tourneraient mal. Il faut aussi savoir que tous les pirates ne se ressemblent pas. D'un côté, on a les white hats, les gentils en quelque sorte. Ce sont des experts qui cherchent les failles pour aider à les corriger. À l'opposé, les black hats, eux ont de mauvaises intentions, l'argent, le sabotage. Et enfin, il y a les script kiddies, souvent des amateurs qui utilisent des outils tout faits pour lancer des attaques, parfois juste pour le défi. Les attaques elles-mêmes se divisent en deux grandes familles. D'abord, les attaques passives. Là, l'attaquant est discret, il écoute, il observe, mais il ne touche à rien. C'est de l'espionnage pur et c'est très difficile à repérer. Et puis il y a les attaques actives. Celles-là sont beaucoup plus bruyantes. L'attaquant modifie des choses, bloque un service. Il laisse des traces, ce qui les rend plus faciles à détecter. Face à tout ça, on comprend bien qu'attendre que l'attaque arrive pour réagir, ça ne marche plus. Il faut être proactif. Et pour ça, il faut une stratégie. C'est le rôle de ce qu'on appelle la PSSI, la politique de sécurité du système d'information. C'est un peu le plan de match de l'organisation. Alors, comment on élabore cette fameuse PSSI? Eh bien, ça se fait en plusieurs étapes logiques. D'abord, les prérequis. On décide qui s'en occupe, avec quel budget. Ensuite, la phase stratégique. On fait notre analyse de risque pour savoir exactement ce qu'on doit protéger. Après, on définit des objectifs clairs et les règles du jeu pour les atteindre. Et enfin, le plan d'action. On met tout ça par écrit et surtout, on communique le plan à tout le monde. Ok, on a une super stratégie sur le papier. C'est parfait. Mais la vraie question maintenant, c'est comment on passe de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'on verrouille concrètement les portes de notre forteresse numérique? Allez, on rentre dans le concret. On va maintenant parler des outils et des méthodes qu'on utilise pour contrôler qui a le droit d'accéder à quoi, et ce qu'il a le droit de faire une fois qu'il est entré. Le contrôle d'accès, ça repose sur un modèle fondamental qu'on appelle AAA. Le premier A, c'est l'authentification. On vérifie qui se présente à la porte. Le deuxième A, c'est l'autorisation. Une fois à l'intérieur, qu'est-ce que cette personne a le droit de faire? Et le troisième A, c'est la traçabilité, ou accounting en anglais, on garde une trace de tout ce qui a été fait. Ces trois-là sont inséparables. Pour prouver son identité, lors de l'authentification, il existe globalement 3 types de preuves, ce qu'on appelle des facteurs. Il y a quelque chose que l'on connaît, le grand classique, c'est le mot de passe. Il y a quelque chose que l'on possède, comme une clé USB sécurisée ou une carte. Et enfin, il y a quelque chose que l'on est, une empreinte digitale, son visage. Et bien sûr, plus on combine ces facteurs, plus la sécurité est forte. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très technique, la sécurité d'un port sur un équipement réseau. On peut lui dire comment réagir si quelqu'un de non autorisé se branche dessus.
En mode Protect, il va juste bloquer le trafic sans rien dire. En mode Restrict, il bloque aussi, mais cette fois il envoie une alerte. Et puis il y a le mode Shutdown, la solution radicale, il coupe complètement le port. On pourrait tenter de se dire « ça y est, tout est en place, le travail est fini ». Ce serait une grave erreur. Parce que la sécurité, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus, un voyage qui ne s'arrête jamais. Le truc, c'est que le paysage des menaces, lui, il change tout le temps. Chaque jour, de nouvelles failles sont découvertes, les attaquants inventent de nouvelles techniques. Une défense qui reste statique est une défense qui est déjà dépassée. Il faut donc être capable de s'adapter en permanence. Pour organiser cette amélioration continue, il existe un modèle très connu, le cycle PDCA, planifier, développer, contrôler, ajuster. On planifie ce qu'on veut faire, on le met en place, on vérifie si ça marche comme prévu et on corrige le tir si nécessaire. Et puis on recommence. C'est une boucle sans fin, une philosophie qui colle parfaitement à la nature de la cybersécurité. Cette citation résume tout, en fait. La sécurité, ce n'est pas un produit qu'on installe une fois, c'est un processus qu'on doit vivre au quotidien. C'est ce cycle permanent qui permet de rester résilient sur le long terme. Et à ce fameux cycle PDCA, il faut ajouter un ingrédient final, mais qui est absolument crucial, la veille technologique. Ça veut dire se tenir informé en permanence des nouvelles menaces, des nouvelles technologies de défense, des nouvelles lois. C'est vraiment la combinaison de ce cycle d'amélioration et de cette veille active qui permet de construire une résilience durable. Alors, pour conclure, la question est simple mais fondamentale. Est-ce que la forteresse numérique qu'on a construite aujourd'hui sera assez solide pour résister aux attaques de demain? C'est une réflexion qui doit tous nous animer en permanence.